Alors voilà, on a la chance en fait d'avoir Raymond Morin qui a eu un petit incident, qui était blessé, mais malgré ça, il est présent. Il vient du Canada, exprès pour les Coms en Or. Après, vous avez le premier intervenant que vous avez vu, c'est Éric Delcroix de chez Aide Production. Ensuite, Benoît Renard du groupe Netco RP Carré. Et puis Stéphane Attal, qui était le deuxième intervenant de la keynote, dirigeant des influenceurs qui vient de Paris. Ise Delcroix, qui est une influenceuse de Aide Production, Ise, et Eric, si vous pouvez venir. Et Camille Jourdain, qui est en fait dans le top 10 des blogueurs au niveau national. Donc en fait, la table ronde va durer 1h10. Le contenu est assez dense, il y a des débats en fait, parce que le sujet appelle à la controverse. Influenceurs et micro-influenceurs, sommes-nous tous devenus des médias? Donc vous aurez la possibilité de poser des questions aussi. Et elles vont s'afficher sur cette tablette. Et c'est moi qui choisirai de les poser. Ok. Donc là. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup sur cette capacité à influencer durant ces 3 keynotes. Et que vous avez vu, que vous avez chacun de vous le pouvoir d'influence. Donc là, j'invite les intervenants à nous rejoindre. Alors en premier lieu, Éric Delcroix, vous pouvez l'applaudir. Ise Delcroix, Camille Jourdain, Raymond Morin, Benoît Renard et Stéphane Attal. Alors merci beaucoup pour votre présence. Et comme on a 1h10, on va démarrer tout de suite. On a beaucoup de questions. On va essayer de faire des réponses courtes. Eric, vous pouvez chacun répondre sur la réponse de l'autre. Hein, c'est quand même assez ouvert. C'est une table ronde. Donc rapidement, j'ai posé la question à Eric, mais très court. Définition d'influenceur. Pour les personnes qui n'étaient pas là à tes keynotes. Oui, au passage, je vais remettre ma présentation dans SlideShare, donc comme ça les gens pourront y avoir accès. J'ai trouvé sur Twitter quelqu'un qui va assez bien résumer. C'est un leader d'opinion qui est suivi. D'accord, ok. Du coup, je vais enchaîner très vite aussi. À Camille Jourdain, définition d'un micro-influenceur. Oui, alors un micro-influenceur, c'est un influenceur qui a une communauté un peu moindre, on va dire de 1000 à 10 000 personnes, et qui a un pouvoir d'influence sur sa communauté. Il est en règle générale un passionné, parfois un expert d'une thématique et d'un sujet donné. D'accord. Donc en fait, la problématique de cette table ronde repose sur est-ce que les influenceurs et micro-influenceurs sont des médias? Donc je vais poser la question à Raymond Morin. Qu'est-ce qu'un média, Raymond? Enchanté de vous rencontrer. Ou peut-être vous présenter, parce qu'en fait, vous êtes arrivé... Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Raymond Morin. Je suis blogueur, auteur depuis une dizaine d'années. Je travaille dans les médias sociaux depuis plus de 20 ans. J'accompagne les entreprises dans leur développement web. Et me voilà donc comme invité aujourd'hui. Je suis très fier et très honoré d'y être, malgré toutes les mésaventures. Vous êtes un bon rétablissement. Donc, alors, un média. Les micro-influenceurs, comme Camille le disait, sont des influenceurs qui ont des
plus petite communauté de followers. En fait, moi, je considère que nous sommes tous des influenceurs, comme Benoît le disait, parce qu'en fait, nous sommes des utilisateurs consommateurs et nous avons le pouvoir de dire et de publier nos opinions avec les contenus qu'on publie sur le web et les réseaux sociaux. Il y a plusieurs exemples de simples lambda qui sont devenus, à force de parler des marques, devenus des micro-influenceurs qui ont un pouvoir. Je pense par exemple au musicien canadien David Carroll, qui, lors d'une mésaventure avec la United Airlines en 2008-2009, s'est fait briser sa guitare par le transporteur et a donc publié sur Twitter, sur son compte, des réprimandes qui ont valu la réaction de United Airlines. Et aujourd'hui, David Carroll a publié un livre qui s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires, justement sur sa mésaventure avec United Airlines. Et il a aujourd'hui un pouvoir extraordinaire. C'est donc un exemple de micro-influenceur qui a eu un impact particulier. Merci Raymond. J'essaie de donner la parole à tout le monde. Ok. Du coup, je vais demander à Ise Delcroix de se présenter parce qu'en fait, en termes d'influence, Ise est très présente sur Pinterest et avec plus de 425 000 fans. Followers. Okay. Donc moi, c'est Ise Delcroix. Je suis sur Pinterest depuis 2012. Et j'ai un peu plus de 425 000 abonnés dessus, ce qui me permet d'être contactée par des marques. Au début, j'aurais jamais pensé pouvoir gagner de l'argent même avec Pinterest. Et en même temps, on a un blog de cuisine avec papa et ma petite sœur qui remonte... D'accord, il y avait un lien de parenté, ok. Non, en fait, le blog de cuisine, ça remonte quand j'avais 9 ans et ma sœur 7 ans. Et en fait, j'ai une amie qui m'a appelée en disant « Ouais, j'ai un Skyblog et tout. » Ah oui. Papa qui s'occupait des blogs, je lui ai demandé d'avoir un blog et puis il a dit d'accord, on fait un vrai blog. C'est devenu Mémé Monique et voilà quoi, grosso modo, en essayant d'être courte. Est-ce que vous considérez comme un micro ou une influenceuse Par rapport à Pinterest, ouais. Par rapport à une influenceuse, 425 000 quand même. Je suis désolée, j'ai pas 100 abonnés. Je suis pas pour moi, à 100 abonnés, on n'est pas influenceur quoi. Donc au niveau France, si je crois, je pense que vous êtes la numéro 1 chez Pinterest. Comment ? Au niveau France. Vous avez un classement ou pas d'influenceurs ? Non, on n'a pas de classement, je leur ai demandé, mais ils veulent pas le communiquer. Ils veulent pas le communiquer, d'accord. Du coup, voilà. Comment ? Bon. J'ai posé non, j'ai plus qu'elle. Non, mais par exemple, il y a Christian, je sais pas si je prononce bien son nom, Ramolevic, il a plus d'1 million d'abonnés sur Pinterest. 1 million d'abonnés ? Ouais, et il est en France. D'accord, ok. Mais dans votre tranche d'âge, vous êtes la meilleure ? Ouais, parce qu'en fait, Pinterest, c'est les un peu plus vieux. Je suis un peu jeune pour Pinterest, normalement. Ok. Du coup, je vais revenir à la question initiale. Stéphane Attal, qu'est-ce qu'un média ? Pour qu'on pose bien le postulat et les fondements de la problématique. Qu'est-ce qu'un média ? Oui, parce qu'en fait, nous sommes tous, là c'était influenceurs et micro-influenceurs, sommes-nous tous devenus des médias. Donc il me semblait important de pouvoir définir à l'Assemblée le terme de média. Alors, pour répondre à cette question, j'ai besoin de revenir un petit peu en arrière, histoire de provoquer un petit peu notre voisin du bout à gauche. Nous sommes effectivement tous des influenceurs, et je voudrais juste vous donner mon point de vue sur la question. La raison pour laquelle j'estime qu'on est tous des influenceurs, c'est qu'à partir du moment où on a un compte social, on a des gens, des amis, des followers, on appelle ça comme on veut, on a instantanément un devoir de responsabilité. On ne peut pas publier n'importe quoi, on ne peut pas écrire n'importe quoi, on ne peut pas partager n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi, on met les gens qui nous suivent en danger, on se met en danger. Donc, à partir du moment où on réfléchit en termes de responsabilité, on réfléchit forcément en termes d'influence. Alors pourquoi est-ce qu'on est un média ? C'est très simple, parce qu'un média, c'est composé essentiellement d'audience. Voilà. Donc, on doit répondre aux problématiques marketing qui se posent sur les réseaux sociaux en termes d'efficacité et d'optimisation de l'audience. C'est pour ça qu'on est aussi des médias.
Voilà mon point de vue. Benoît Renard, vous qui êtes en relation permanente avec les médias du fait de votre activité, est-ce que vous abondez ou vous voulez compléter la réponse de Stéphane Attal? Non, mais c'est ça. Après, je pense qu'on a tous un potentiel d'influenceur. Alors, oui, on est tous influenceurs, parce qu'à partir du moment où je prends l'exemple d'une grande enseigne de la grande distribution, on peut tous être invités à un moment donné à visiter des coulisses ou autre chose. Aujourd'hui, les grandes enseignes, elles ont tous un compte Facebook avec l'enseigne de d'Asbrook, je sais pas, de Paris, de Vézily, etc. Donc, il y a ce potentiel qui existe. Après, il y a l'évolution. On n'a pas tous le même niveau d'influence. Un journaliste va avoir un niveau d'influence bien différent d'une personne comme moi ou une autre personne qui a 100, 200 ou 300 personnes qui les suivent sur ses réseaux sociaux. Mais l'influence a toujours existé. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on écoutait, on en parlait, on en parlait au bureau, à la machine à café, à la cafétéria. Sauf qu'aujourd'hui, depuis 2006 et l'émergence des réseaux sociaux, ça se voit. Donc, il y a tout ce métier, ce corpus qui existe autour. Donc, je vais dire que c'est une sphère d'influence qui existe depuis déjà très longtemps, mais aujourd'hui, elle est popularisée beaucoup plus avec les réseaux sociaux. Mais dans l'évolution de la circulation de l'information, il y avait une descente de l'information qui venait des médias traditionnels. Et là, je vais poser la question à Camille Jourdain. Ces médias traditionnels se sont petit à petit trouvés en face de blogueurs qui étaient l'influent. Est-ce qu'il existe encore cette distinction entre la capacité d'influencer du média traditionnel et du blogueur national que vous êtes? Oui, il y a une distinction. Pour moi, elle se manifeste en fonction de l'audience principalement. Cependant, aujourd'hui, lorsqu'on a un média, lorsqu'on a un blog, on crée des contenus, on communique à une audience. Donc il faut savoir distinguer le média type portail, type un exemple French Web, d'un blogueur individuel qui prend la parole sur un sujet donné. Au niveau français, il y a donc Presse Citron. C'est oui, le blogueur, la référence tech. La référence tech numéro 1. Est-ce qu'il a une force de frappe assez importante? Est-ce qu'il peut être considéré ou pas comme un média? Presse Citron, pour moi, est un média. Principalement parce que plusieurs contributeurs alimentent le blog, enfin le média, on peut appeler ça aussi un blog collaboratif. Donc c'est vrai que la distinction est notable. Donc ça veut dire que Raymond Morin, en fait, c'est le contenu, c'est le travail du contenu qui fait la valeur du média? Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec mes collègues au niveau de l'affirmation qui fait que nous sommes tous devenus des médias dès que nous ouvrons un compte sur les réseaux sociaux. Nous avons une responsabilité, des contenus à publier. Ce sont les contenus qui vont faire la différence. Et les entreprises doivent elles-mêmes travailler à devenir des influenceurs dans leur secteur, à démontrer leur leadership, leur expertise à travers leur contenu. Par exemple, Intelligentsia Coffee est une marque américaine. Deux amis qui voulaient trouver du café équitable à San Francisco avaient de la difficulté à le faire. Ils ont monté leur entreprise et ils ont développé une expertise de torréfaction qu'ils ont transmis à travers leur blog. Et leur blog a été repris par les magazines Brew et s'est multiplié et il y a un effet expansionnel qui s'est développé avec eux. Et aujourd'hui, Intelligentsia Coffee est installé dans 8 États américains et fonctionne avec une grosse entreprise et offre des formations pour des gens qui seraient passionnés de la torréfaction. Et leur blog est lu par des centaines de milliers de lecteurs à chaque semaine. D'accord. Donc ça veut dire que Éric Delcroix, pour justement considérer que l'influence peut être un média, il faut savoir travailler l'information. Est-ce que vous rejoignez cette question? Est-ce que vous avez des conseils à donner sur le travail de l'information, vérification des sources? Je vais revenir un petit peu en arrière, quand même, si tu permets, parce qu'on m'a posé des questions, j'ai été cité. Moi, je pense que par rapport à déjà l'influenceur, à mon sens, le micro-influenceur, il y a une grosse confusion entre micro-influenceur et pairs. C'est-à-dire que dans les années, au début des blogs, on parlait toujours des pairs, en médias sociaux, on parlait des pairs qui étaient autour de nous. Alors les micro-influenceurs, pour les petits comptes, c'est des pairs en réalité. On n'a jamais fait de
de théorie bien particulière en disant on va faire d'eux des influenceurs. Ils sont influenceurs par nature, mais les gérer, on ne saura pas. Ça, c'est du mythe qui existe. C'est eux qui sont influenceurs par essence. Mais dans l'esprit du marketing d'influence, aller les attaquer et travailler avec eux, c'est impossible quasiment. Ça, c'est mon premier point. Moi, je réagis également sur les médias. Moi, je ne suis absolument pas d'accord que les blogueurs, que les personnes, les influenceurs, etc., sont des médias. Les médias, c'est les supports. C'est les blogs, c'est Facebook, c'est les sites Internet. Un journaliste n'est pas un média. J'ai jamais entendu dire vous êtes journaliste, vous êtes média. Il travaille pour un média. Donc là, on retrouve exactement le même phénomène. Alors, je n'ai pas été faire des recherches en amont pour regarder exactement ce qu'ils disent en sciences de l'information, médias ou pas, mais je pense que la segmentation est là aussi. C'est-à-dire que après, des gros blogs, effectivement, comme ceux que tu citais, Citon ou autres, peuvent devenir un média, comme Le Figaro est un média, parce que c'est un journal. Donc on a bien cette entité-là, et l'influenceur n'est pas média. Maintenant, donc je crois qu'il y a un problème énormément de terminologie par rapport à tout ça. Maintenant, sur les contenus, effectivement, pour devenir influenceur, mais nous, les influenceurs qu'on connaît, ça leur est tombé un peu par hasard sur le dos. C'est-à-dire qu'ils faisaient des contenus qui restaient proches de leur grand contenu. Quand j'entendais dire tout à l'heure, oui, on ne peut pas écrire n'importe quoi quand on n'a pas beaucoup de gens. Ben, effectivement, c'est vrai, on a une responsabilité, mais que peu d'influenceurs ont de toute manière. Il y a eu des exemples depuis le début des blogs assez effarants à ce niveau-là, sur la responsabilité. Tous courent après la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a du fric qui est en jeu, on court pour avoir le plus de monde possible, pour avoir le plus de lecteurs, pour avoir le plus de ceci, cela. Et donc, oui, il faut revenir à des basiques, parfois, de dire je veux publier des contenus qui sont dans mon créneau. Je parlais tout à l'heure du lifestyle, parce qu'on ne fait plus de la beauté, on fait du lifestyle, on ne fait plus de la cuisine, on fait du lifestyle. Tout ça, c'est pour écarter. Benoît a expliqué que les gens étaient partis sur d'autres horizons en dehors des jeux. Et juste au passage, l'exemple qu'il prenait, par exemple, de Papy et Pupille. Papy et Pupille, c'est l'un des plus gros blogs français. Elle parle régulièrement, elle fait des échanges régulièrement, elle fait des voyages de presse, etc. Donc oui, elle pouvait parler de bons duels sans aucun problème, parce que ce n'était pas surprenant. Donc voilà, il y a aussi ça qui rentre en jeu. J'ai essayé d'être court. C'est très bien, c'est très bien. Je vais prendre une question, là, en fait, je vais l'afficher. Hop. Est-ce qu'on la voit ? Bon, elle ne s'affiche pas, mais je vais la lire. Alors, celui qui a la réponse peut prendre le micro. Réseaux sociaux, les considérez-vous comme un ensemble où chaque réseau doit-il être abordé avec un angle précis ? C'est pas la même. Bon, comment trouver C'est du direct. Comment trouver le bon influenceur pour une marque ? Iso Descroix, est-ce que vous avez la réponse ? Bah déjà lui proposer quelque chose qui correspond à ce qu'il publie. Par exemple, nous avec Mémonique, alors qu'on fait de la cuisine réellement fait maison, il y a des gens qui nous ont proposé des partenariats pour des compléments alimentaires. Donc déjà, c'est pas cohérent. Enfin, je vois pas Mémonique dire ah oui c'est bien tel complément alimentaire. C'est déjà ça c'est important. Après, que ça corresponde à l'ADN de la marque, que ça soit cohérent quoi. Déjà, je pense que c'est le point le plus important. Vous avez été repéré par des entreprises de cosmétiques en Asie et aux USA. Oui. Vous pouvez décrire un peu cette success story ? En fait, par rapport à Pinterest, j'ai été contactée via Twitter. L'un de mes premiers partenariats avec Pinterest, j'ai été contactée par Twitter pendant des vacances. Et c'était une entreprise asiatique de vêtements qui me proposait un partenariat. Moi, je pensais au début que c'était un truc pipeau. Et en réalité, c'était une vraie entreprise, un VPC chinois. Et donc, vous avez eu un contrat avec ces entreprises ? Ouais, ça me dure longtemps, un contrat. En fait, le deal, c'était que je publiais 3 images par jour de leur e-shop que j'aimais bien sur mon Pinterest. Et ils vous ont trouvé comment, en fait, pour répondre à la question ? Comment ils vous ont trouvé ? Via Pinterest. D'accord, ok. Donc, Non, en fait, c'est parce qu'à l'époque, il y avait le petit logo Twitter sur Pinterest. Et en fait, vu qu'on ne pouvait pas envoyer à l'époque de messages via Pinterest, c'est comme ça qu'ils m'avaient contacté. Après, si je peux juste compléter, dans nos métiers, les relations médias ou relations presse,
Le ciblage, ça a toujours été la clé. Donc le relationnel, c'est important. On n'est pas là non plus pour se dire, bah tiens, c'est fini de faire une opération, je vais inviter 150 personnes et puis je ne les connais pas. La vraie clé de l'influence, et notamment pour une marque, c'est d'inviter le bon influenceur, donc on va le chercher. Alors aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est un vrai maillage, ça change tous les ans, ça évolue, donc il faut bien les connaître. Et pour pas perdre de temps à chercher un peu partout, bah, il faut les rencontrer, il faut parler avec eux. Et c'est comme ça qu'après, à un moment donné, on crée du relationnel avec une marque et des influenceurs. Stéphane Attal ou... Et pour compléter ce que dit mon voisin, en média, on appelle ça affinité et audience. On fait exactement la même chose avec un influenceur. On cherche évidemment à ce que son contenu soit en affinité avec ce que la marque propose. C'est vrai que ce serait complètement aberrant de proposer des compléments alimentaires à une... mais Monique à une blogueuse qui parle de boulons électroniques, voilà. Mais ça doit encore pouvoir arriver, je suppose. Et puis surtout, c'est l'audience. Parce que, je vais vous dire, il ne faut pas être hypocrite. Aujourd'hui, les influenceurs, et je vais choquer les gens, et tant pis, ça s'achète comme les médias. C'est un travail de régie, peut-être. Voilà, il y a des régies, et il y a des monstres de régie qui proposent leurs influenceurs et qui garantissent des audiences. Donc il ne faut pas se tromper. Un influenceur, c'est un média nouveau. Simplement, il ne se traite pas de la même façon qu'un média traditionnel. C'est tout. Oui. Et pour rajouter sur ce que vous venez de dire, bien sûr, ce qui importe dans le marketing d'influence, c'est la relation. Une relation avec les influenceurs. Et donc, il faut s'assurer que l'on va faire affaire avec un influenceur qui est en accord avec la vision corporative, qui sera en mesure de produire des contenus qui seront profitables et qui amèneront une valeur ajoutée à l'audience. Mais il existe des outils pour nous permettre de mieux cibler les influenceurs par catégorie ou par thématique. Des outils comme Tracker, comme BuzzSumo, qui permettent d'identifier plus précisément la nature d'intervention des influenceurs dans un secteur en particulier. Mais effectivement, en bout de ligne, c'est la qualité de la relation personnelle entre la marque et les influenceurs qui fera toute la différence. Donc il y a une notion d'authentique, en fait, d'authenticité. Absolument. Camille Jourdain. Oui, pour rebondir sur comment trouver les influenceurs, effectivement, il existe des outils. En France, on en a quelques-uns aussi. On a Reach, par exemple, qui met en relation, qui permet d'identifier assez facilement les influenceurs. Et on peut également utiliser les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour identifier, via les bons hashtags, on effectue une certaine veille sur Twitter. Donc, on a besoin d'outils. On peut également aller sur les plateformes directement pour chercher et pour identifier. Par exemple, par rapport à Rich, moi je suis pas d'accord. Rich, ils m'ont proposé de tester des enceintes. Donc quel est le rapport avec mon audience de tester des enceintes? Aucun. Donc ils m'ont mal ciblé clairement. Et une autre fois, ils m'ont contacté. Après ça, j'ai accepté. C'était au mois d'octobre d'aller à un atelier Cultura avec d'autres blogueuses pour réaliser un attrape-rêve. Sauf que je publiais pas encore de trucs dit it yourself, etc. Et c'était par rapport à mon Instagram que je publiais seulement de la cuisine et des voyages. Donc je suis désolée, c'est pas cohérent, quoi. En fait, peut-être qu'il y a une recherche où on identifie des personnes qui sont influentes sans savoir vraiment le cœur de leur contenu. Oui, la clé, on cherche une audience. La clé, c'est aussi le relationnel. Les solutions comme Reach vont entrer en contact avec les influenceurs, essayer de comprendre leur centre d'intérêt et établir une relation sur le long terme. Si le premier partenariat proposé n'intéresse pas, ils vont essayer de creuser. En tout cas, avec moi, c'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé de creuser pour comprendre un petit peu mes centres d'intérêt. Juste 2 secondes, parce que c'est tout le problème des plateformes, je crois. Tout à l'heure, je parlais de la séance avec Track. Track, c'était avec Orange qui avait fait des trucs. Et ils montraient des stats en montrant que c'était tous les blogueurs habituels qui avaient été contactés, que ça leur avait ramené du lien. Et il y avait toute une infime partie où il y avait 5 personnes sur les centaines de personnes. Donc Camille était dans le projet. En plus, à l'époque, je me rappelle, c'était marrant. Et ça avait été décliné différemment entre la province et Paris. Et c'était simplement sur la toute petite partie en bas, moins d'une dizaine de personnes, qui avaient eu la discussion sur le sujet. C'était sur la domotique. Parce que pourquoi Camille n'est pas spécialiste de domotique ceux de Lyon,
Presse Citron n'est pas spécialisée en domotique. En fait, on prend toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes blogueurs qui reçoivent les trucs. Il ne faut pas s'en cacher non plus. Donc, quand je regarde les plateformes, il y a beaucoup de plateformes qui demandent une inscription payante pour les entreprises. Et on sélectionne, effectivement, on va sortir des gens à tire-larigot. Ça nous amuse parfois. Moi, je me dis, je suis influenceur sans y être. Parce que je me retrouve dans des classements d'influenceurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas grand-chose. C'est vrai qu'Éric Dupin de Presse Citron reçoit beaucoup d'objets à tester et des invitations dans les très grands salons internationaux. Donc maintenant, je vais essayer d'afficher la question de tout à l'heure. Voilà, c'est génial la technique. Réseaux sociaux, les considérez-vous comme un ensemble où chaque réseau doit-il être abordé avec un angle précis? Merci. Donc ça suppose en fait de connaître la topologie des réseaux sociaux. Stéphane Attal, vous avez une réponse? Oui, la réponse est oui. Ça doit être abordé avec un angle précis. On sait très bien que, par exemple, Twitter est réservé à ce qu'on appelle la sphère d'influence, c'est-à-dire des journalistes, des écosystèmes plutôt corporate, on va dire. Alors que Facebook, je vais vous faire une comparaison, Facebook c'est TF1. Voilà. C'est le grand réseau social de masse. Et ensuite, vous avez les chaînes spécialisées, ou les magazines spécialisés que peuvent être Insta, Pinterest ou autre. Oui, donc évidemment, tout cela requiert de la dextérité. Et c'est toute notre valeur ajoutée, c'est qu'on sait réfléchir sur comment aller aborder chacun de ces réseaux sociaux et comment trouver le bon angle pour pouvoir aborder les bons influenceurs sur les bons réseaux sociaux, tout ça au service de nos marques. Et au-delà de ça, il faut prendre en considération aussi la durée de vie d'un post ou d'une publication en fonction des réseaux sociaux. Si on veut une durée de vie importante, on sait que la durée de vie sur Pinterest est beaucoup plus importante qu'un tweet. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Absolument. Benoît Renard. Oui, et puis il y a aussi le contenu à prendre en compte, au-delà des typologies de personnes. C'est qu'une marque, une entreprise va tenter de proposer un contenu différent sur Insta, sur Facebook ou sur Twitter. Et la nature des posts, qu'ils soient sponsorisés ou pas aussi, ça va influer là-dessus. Camille, non? Vous voulez pas... Oui, en termes de contenu, c'est vrai que si on se place du côté des influenceurs, aujourd'hui, la plupart ont compris les différences entre les plateformes et proposent des contenus très différents. Forcément en photo, vidéo, etc. en fonction des plateformes. On a de plus en plus de contenu au format éphémère, les fameuses stories par exemple sur Instagram, très utilisées par les influenceurs. Donc les influenceurs ont une stratégie, ont leur propre stratégie adaptée à chaque réseau. On a parlé beaucoup de réseaux sociaux, je voudrais remonter d'un niveau plus global qui est le médias sociaux et parler des youtubeurs. Qui veut aborder la question des youtubeurs et leur pouvoir d'influence? Enfin, la réponse. Juste en une phrase, pour moi, les YouTube, c'est déjà du passé. C'est-à-dire que les youtubeurs, si je prends WeBuzz, là, effectivement, il y avait les youtubeurs, mais maintenant, on n'est plus sur YouTube, on est sur Instagram. Les influenceurs sont sur Instagram. Le YouTube, il faut être dedans, il faut faire des activités, etc. Mais c'est plus eux, les influenceurs, qui sont en tête. Alors, je vais quand même réinsister, parce qu'en fait, je pense que sur YouTube, il y a quand même une activité assez croissante. Déjà, YouTube est le deuxième moteur de recherche, et en nombre de vues cumulées sur les vidéos, ça peut dépasser les vues et les stats sur les réseaux sociaux. Je voudrais rappeler juste que YouTube a été racheté par Google il y a quelques années, pour la modique somme de 8 milliards de dollars, et que comme par hasard, depuis cette acquisition, c'est la vidéo qui règne sur Internet. Donc, il ne faut pas se tromper. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ça vaut le coup d'en discuter. Les youtubeurs sont extrêmement influents, et s'ils restent sur YouTube, c'est parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Voilà. On a même pu voir quelques abus récemment. Pourquoi Joyce Phoenix arrête YouTube? Attendez, je vais juste finir les abus là, en fait. Vous vouliez parler des abus sur YouTube? Oui, vous avez tous entendu parler de l'affaire Jérém Star. Ah oui. Voilà, ça peut malheureusement dévier de façon compliquée. Moi, pourquoi j'aborde la question de YouTube, c'est parce qu'en fait, on a bien vu que les médias traditionnels ont commencé à s'intéresser aux youtubeurs et après à racheter leur société. Enfin, par le Squeezie, Norman. Les youtubeurs sont tous en régie
chez des régisseurs professionnels, chez des gens comme Dailymotion, chez des gens comme Webedia, par exemple, qui ont des contrats d'exclusivité avec des youtubeurs et qui les vendent comme des médias. Voilà. Mais avec une force et une forte propension à partager et à produire des contenus. C'est ce qui fait la grosse différence. Je rajouterais que la façon dont les influenceurs vont utiliser un réseau ou un autre va être en fonction de l'audience, va être en fonction aussi du caractère B2B ou B2C. Et il y a des réseaux qui sont fortement populaires, par exemple YouTuber, les blogueurs de mode, les blogueurs de style, les blogueurs de jeux vont être très populaires auprès d'une certaine audience et d'une catégorie presque démographique, alors que les entreprises ont utilisé YouTube de façon très différente avec leur audience. Et par exemple, on sait qu'Instagram est fréquenté davantage par un public plus jeune. Alors, si ça fait partie de notre audience, tant mieux. Sinon, il faut trouver un autre réseau qui est mieux adapté à notre audience et au caractère d'affaires de ce qu'on veut y faire et y trouver. On parle d'audience, mais on dit s'adapter, justement. Mais s'adapter, c'est s'adapter aux évolutions de la consommation des contenus. On part du texte vers l'image ou la vidéo. Et donc, quelle est la... Oui, mais ça a toujours été. Enfin, il y a eu la création des médias papier, il y a eu la radio, la télé. À chaque fois, on a dû s'adapter. Là, il y a les réseaux sociaux, on s'adapte. Il y a les youtubeurs, on s'adapte. Enfin, c'est le caractère même du métier de communicant, de marketeur, c'est de s'adapter à son public, ce qu'il va regarder et comment on va cibler tout ça. C'est l'évolution. Mais après, sur YouTube, c'est vrai que je suis pas forcément d'accord. Parce que, quand on regarde qu'il y a une porosité sur l'audience, sur les chaînes de télé classiques, les médias vont tous chercher à faire des programmes sur YouTube ou sur peut-être d'autres nouvelles plateformes qui vont émerger. On peut pas dire que YouTube, c'est la fin. Enfin, on est au présent. Après, je sais pas ce que ça va être derrière. Mais en tout cas, les annonceurs vont sur YouTube. Des animateurs vont sur YouTube. Les télés investissent dessus. Aujourd'hui, quand on veut faire des grosses opérations, on va appeler des boîtes de production comme Endemol qui vont détenir des YouTubeurs, des collectifs. On va mettre 6 chiffres derrière pour avoir une opération de YouTube et avoir des millions de likes. Donc on peut pas dire que c'est le passé, c'est le présent. Mais c'est le présent dans le sens où, dans l'évolution sociétale, les jeunes générations, au lieu de faire une recherche peut-être dans Google ou dans Wikipédia, vont aller chercher l'information sur YouTube et voir Dr Nozman pour avoir des réponses sur des questions scientifiques. Quand on regarde le soir une famille aujourd'hui, il y a les parents qui sont peut-être encore devant la télé. Aujourd'hui, il y a 6-7 écrans dans une maison. Enfin, je n'ai pas de chiffre exact. Bon, en tout cas, chaque pièce a un écran et puis on fait ce qu'on veut. Et quand on demande aux jeunes ce qu'ils font, ils sont pas en train de regarder le JT de 20h tranquillement devant la télé. Ils sont en train de zapper, ils regardent des infos. Ils vont aller voir sur une information, je sais pas moi, sur l'actualité en Chine. Après, ils vont aller voir un Norman ou un Squeezie sur YouTube. Puis ils vont zapper rapidement. Mais ils sont plus forcément devant la télé traditionnelle. Ça veut pas forcément dire qu'elle ne marche plus pour les jeunes. Mais il y a plusieurs médias, et notamment les médias en ligne et les vidéos en ligne. Alors, Camille, oui. après oui. Iseu. On parle des jeunes, mais les seniors également consultent beaucoup YouTube. Certaines marques l'ont bien compris et mettent en place des vidéos pour les seniors. Je pense à EOV MCD, qui est une mutuelle d'assurance, qui a créé sa propre influenceuse sur YouTube, avec le channel et avec des valeurs, qui passent à travers la chaîne YouTube. Donc les jeunes et les seniors aussi. Iseu, Descroix, vous voulez compléter? Je sais plus ce que je voulais dire. Trou de mémoire. Ça arrive. Ah oui, par rapport à qu'on regardait plus la télé, qu'on faisait plus que ça, je suis désolée, moi j'ai plein d'amis et ma soeur aussi. En fait, on regarde la télé, mais en même temps on est sur nos téléphones et on fait d'autres trucs, quoi. Genre on est sur Twitter, on est sur Snap, on communique, Ouais, non, tu peux pas regarder 2 vidéos en même temps non plus. Mais ça porte un nom, ça s'appelle le multitasking. Ouais. Aujourd'hui, toutes les régies publicitaires, médias et médias traditionnels ou télévision ont intégré ces données. Et nous-mêmes, communicants qui faisons à la fois du earn et du paid, on tient compte de ça. Et c'est pour ça qu'on s'adapte. On ne peut pas communiquer sur Twitter comme on communique sur YouTube, mais on sait que la même personne peut avoir accès à l'information sur chacun des 2 réseaux sociaux.
Sur le... Ah ben justement, je l'ai vous... Et je rajouterais que la façon dont on va utiliser chacun des réseaux sociaux va être en fonction aussi de la façon dont le public va consommer les contenus. Il y a un phénomène de content snacking qui se déroule particulièrement auprès d'une clientèle plus jeune, plus mobile. Et c'est en fait un peu pour ça que les contenus visuels comme Instagram, comme YouTube, sont devenus aussi populaires. Et c'est surtout de cette manière qu'il faut considérer chacun des contenus. Par exemple, un blog qui a 750 à 1500 mots va prendre une attention plus particulière pour celui qui va le lire. Et souvent, le public en question va donc être en mesure de pouvoir choisir. Et dans le parcours client, il y a Google qui disait qu'un acheteur il va consulter 10,4 contenus différents avant de procéder à l'acte d'achat. Et les contenus vont être diffusés et lus, consultés sur les différentes plateformes. On ne se renseigne pas uniquement sur Google lorsqu'on veut faire un achat. On va aller vérifier sur YouTube leur présence, on va vérifier les blogs, on va chercher les réponses à nos questions durant le parcours d'achat, et c'est là que chacun des réseaux va trouver son compte. Tout à l'heure, je voudrais revenir sur un point, c'était vous avez parlé de contenu et d'authenticité. Vous pouvez dire en quoi c'est important pour l'influenceur de préciser s'il fait du placement produit ou pas? Moi, je considère finalement qu'en bout de ligne, au cours des 25 dernières années, ce qui a vraiment changé, c'est la relation client. Aujourd'hui, le client, lorsqu'il arrive chez un retailer, est souvent mieux informé que le vendeur qui se trouve sur le plancher. Alors, à ce niveau-là, on doit donc être en mesure de pouvoir répondre à chacune des questions du client, à chacun des niveaux de points d'impact dans son parcours d'achat. Et c'est de cette manière-là qu'il faut être en mesure de pouvoir être présent sur chacune des plateformes où notre client va se trouver et avoir des questions à un moment ou à un autre. Par exemple, sur Twitter, il va exiger une réponse plus rapide que s'il posait la même question, par exemple, sur LinkedIn, où il va s'attendre à une réponse plus élaborée, répondant à plus de détails de sa question. Bon, je vais laisser la place aux questions de l'assistance et je vais réafficher. Alors, dans le contrat avec un influenceur, faut-il prévoir une clause sur le comportement de celui-ci? Une mauvaise attitude de l'influenceur peut-elle détériorer l'image de la marque? Là, il y a, je pense, une question de déontologie. Camille, je sens que tu as la réponse. Je pense qu'il faut être assez transparent dès le départ et la marque doit présenter ce qu'elle attend de l'influenceur. Ensuite, libre à l'influenceur d'accepter ou non. Est-ce qu'il y a eu des cas de figure où l'influenceur a été à l'encontre de l'image de la marque, Benoît? Oui, alors j'ai pas eu de cas de figure particulier, mais ça revient à la réponse tout à l'heure sur le relationnel. Encore une fois, quand une marque va commencer à solliciter des influenceurs et puis dire, bah tiens, est-ce qu'on va essayer de travailler ensemble sur un moyen ou sur un long terme, il faut faire un contrat et autres, à un moment donné, il faut quand même connaître son influenceur. Mais c'est la même chose quand on va sur un plateau TV. Quand je vais chez Hanouna, enfin pas moi personnellement, mais quand une entreprise... quelque part. Non, j'ai jamais fait. Et quand une personne va chez Hanouna, elle sait qu'à un moment donné, elle peut se faire flinguer du jour au lendemain. Et elle y va sans doute pour ça. C'est possible. Mais en tout cas, il y en a certains qui ne sont pas forcément au courant, ils y vont. Les influenceurs ou le blogueur, quand on va travailler avec eux, c'est exactement la même chose. On va analyser ce qu'ils font. Si c'est quelqu'un qui est plutôt classique, sur des photos assez basiques, bon, on va prendre le risque et puis c'est facile. Si on sait que c'est quelqu'un de plutôt assez spontané, moi j'ai pas de brief, mais j'ai cette image-là, je vais faire cette photo-là, on prend le risque aussi de dire on ne contrôle pas forcément, mais c'est le jeu. On va utiliser sa patte et c'est ça la différence. Souvent il y a un sujet sur l'uniformisation des photos sur les réseaux sociaux, et notamment parfois sur la concurrence entre un photographe et un blogueur. Ça revient souvent, notamment dans le domaine culinaire.
À partir du moment où on se dit je vais travailler avec un blogueur ou une blogueuse culinaire, c'est parce que je veux une patte de cette blogueuse culinaire. Donc je sais que je vais dans ce jeu-là. Si je prends plutôt un photographe, bah, je vais être dans ma patte à moi, ce sera plutôt classique, mais je fais le traditionnel de la communication. Et c'est exactement le même raisonnement qui procède au métier des relations presse depuis 25 ou 30 ans. C'est-à-dire que quand on va se mettre entre les mains d'un journaliste, on ne maîtrise pas ce qu'il y a dans sa plume. Et on ne maîtrise pas non plus ce qu'il va dire dans un micro à la radio ou à la télévision. Quand on fait de la communication de crise, par exemple, et qu'on décide de proposer un sujet au Canard enchaîné, on sait à quoi on s'attend. Donc c'est pour ça qu'il faut être en responsabilité permanente. Quand on s'adresse au Canard enchaîné ou quand on s'adresse à Norman, pour prendre vraiment deux cas dans un écart type absolument incroyable, eh bien on sait exactement ce qu'on recherche. Il ne faut pas se tromper. Nous sommes totalement matures par rapport à ça, et il faut que nos clients le soient également. Donc vous, je voudrais bien... est-ce qu'il y a des règles implicites qui sont définies dans le journalisme qu'on retrouve dans le monde de l'influence? Alors, les journalistes adhèrent à une charte de déontologie. Bon. J'ai bien dit adhère, j'ai pas dit applique. Hein, voilà, que les choses soient claires. Les influenceurs au sens large, non. Donc, quelque part, ils ont leur propre éthique personnelle pour aller sur tel ou tel sujet ou se comporter de telle ou telle façon. Et il y va aussi de la responsabilité de l'agence, qui est en général entre la marque et lui ou elle, de faire en sorte d'aligner les planètes de l'éthique en réalité. Je rajouterais que l'authenticité doit être le point de mire d'une relation entre un influenceur et une marque. Je disais tantôt que les marques doivent s'assurer que les influenceurs respectent la vision corporative avant de faire affaire avec eux et de les laisser parler en leur nom. Et c'est de cette manière-là donc que les relations doivent être aussi authentiques entre un influenceur et une marque que la marque et le client. Aujourd'hui, les clients ne veulent pas se faire parler de la même manière. Ils veulent avoir des réponses authentiques, ouvertes, honnêtes. Et c'est un point très important que les entreprises et les marques doivent respecter. Elles doivent également le faire dans leurs relations avec les influenceurs. Ils doivent discuter ensemble, ils doivent s'entendre tous les deux sur la façon de mener la campagne. Et c'est de cette manière, je pense, qu'on doit fonctionner avec les influenceurs. C'est une bonne transition vers une question du public. Les influenceurs sont-ils plus puissants que les marques? Pour moi, la réponse est non. Ce sont des médias. Sans marque, les médias ne vivent pas. En fait, les influenceurs sont la courroie du message de la marque. C'est la marque qui va, en bout de ligne, devenir plus important. Eric, un complément? Peut-être pas sur ça, mais c'est sur le truc d'avant, parce que je voulais réagir. Parce que nous, on a rencontré des problèmes. Par exemple, là, la dernière fois, on avait un partenariat, il fallait qu'on écrive on avait reçu un bouquin, on était d'accord, on avait tout le deal, etc. Sauf que le bouquin est nul. Alors, si je suis blogueur, comme si j'étais dans les aides, je descendais le bouquin en flamme. J'avais pas de partenariat. Là, on a un partenariat. Ma déontologie, enfin notre déontologie, elle concerne les ISO, etc., c'est de dire on ne peut pas casser un contrat comme ça. Donc on ne va pas parler du bouquin. C'est-à-dire que le bouquin, on va l'enrober, puis on va discuter avec la marque en disant attendez, on ne parle pas du bouquin, c'est nul, on ne peut pas le dire. Et pourquoi? Parce que sinon on n'a plus de contrat avec la marque. C'est ce qui se passait, j'expliquais tout à l'heure, avec des marques de produits de beauté qui envahissaient avec des petits blogs pour pouvoir cacher tous les problèmes. C'est parce qu'en fait, les blogueuses en question, il n'y en a aucune qui critiquait les produits. Toujours les produits étaient géniaux. Ou à quelques exceptions près qui rentraient. Personnellement, j'avais été contacté il y a quelques années par différentes marques, etc., avec Blog en Or notamment, et où je disais ce que je pensais. Les partenariats n'ont pas duré, parce que je critiquais. Donc, il y a se mettre d'accord les uns les autres, dire ce qu'on veut, soi-disant.
Moi, je connais des sites comme ça, enfin des blogueurs ou des personnes qui ont des réseaux sociaux qui testent les restaurants. On est dans le lifestyle. Et donc, quand ils ont des restaurants où c'est pas bon, ils ne le disent pas. Je trouve pratiquement jamais de critiques. Si, dans les autres sites, mais pas de leur part à eux. Pas quand ils sont payés pour le faire ou quand ils sont bouffés gratuitement. Après, je pense que juste, pour compléter, mais ce sujet, il a toujours existé. Enfin, moi, dans les relations presse, alors je suis pas forcément très vieux, j'ai démarré en 2003-2004, mais j'étais dans le domaine des nouvelles technologies. On faisait des tests et on envoyait des produits pour que les journalistes testent les produits. Ça arrivait parfois que des journalistes nous mettaient des notes, des 10 sur 10, 9 sur 10, sans forcément les tester. Il y a des laboratoires dans certains médias, mais quand vous prenez un média très grand public, la journaliste ou le journaliste qui est spécialisé high-tech, il est juste sur son titre, il n'est pas forcément high-techophile et il ne va pas forcément tester les produits. Ça a toujours existé. Je vais reprendre une question du public. Alors, gros influenceur, middle influence, qui a le taux d'engagement le plus intéressant pour la marque? Camille. Clairement, le middle influence, voire le bas de la pyramide. Je parle principalement de la longue traîne de l'influence, les micro-influenceurs, qui ont des taux d'engagement plus importants par rapport à leur audience. C'est aussi peut-être par rapport à une niche de marché. On peut être, si on est 10 000 sur un secteur je sais pas, très précis, on est peut-être beaucoup plus influenceur que 100 000 sur le domaine de la mode. Ouais, après, ça dépend toujours ce qu'on cherche. Enfin, on peut être une très grosse marque et puis essayer d'avoir une égérie entre guillemets des réseaux sociaux. Après, alors, il y a du taux d'engagement. Est-ce qu'on veut plutôt du like? Est-ce qu'on veut du partage? Après, c'est différent. C'est sûr que plus on met un gros billet entre guillemets et on va taper un gros youtubeur ou en tout cas quelqu'un de très influent, bah, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de disparition derrière parce que sur 100 millions de personnes, s'il arrive à toucher 50% de sa population, c'est difficile. Comme quand on regarde TF1. TF1, c'est pas un public très précis qui regarde TF1, c'est la masse. Donc l'influenceur général, c'est aussi une masse beaucoup plus grande que l'influenceur très spécialisé sur son sujet de l'agriculture, par exemple, ou du culinaire vegan. Le pouvoir de l'influence de masse. Est-ce que vous pouvez détailler en fait Le pouvoir de l'influence de masse, hein, c'est-à-dire le... C'était suite à nos échanges téléphoniques. On avait abordé la question du pouvoir de l'influence de masse. Et donc j'avais annoté à côté Benoît Renard. Zut. Non mais il faut juste comprendre que influence de masse ou influence pas de masse, c'est comme audience de masse et audience pas de masse. C'est-à-dire que quand on regarde le journal de 20h sur TF1, c'est pas la même chose que quand on regarde le 19h45 sur M6. Voilà. Et pourtant, les publics reçoivent une information, mais sont évidemment beaucoup plus influencés par le traitement d'un média de masse que par un média qui a moins d'audience. En revanche, la nature du traitement et la façon dont le sujet est traité par le média peut faire la différence. Mais on est toujours dans du quantitatif quand on fait des RP ou quand on fait de la com. Hein. Toujours, à un moment donné, on est quand même lié à une obligation de résultat. Je vais prendre une question qui sort un peu du cadre, mais qui est intéressante. Quelle différence d'approche pour les collectivités publiques qui ont recours aux influenceurs pour leur stratégie de marketing territorial? Donc là, on a une question très précise. Et dans un public B2B, B2C... Moi, cette question, ça me fait penser à une réaction, parce qu'à l'agence, on organise une conférence bientôt sur la communication d'influence. Et sur LinkedIn, on a eu un commentaire comme quoi le journaliste n'est pas influent, ou en tout cas, il n'a pas cette capacité à influencer. Et quand je parle, et quand je vois collectivité publique, à un moment donné, quand ici dans la région, la Voix du Nord va parler, je sais pas moi, d'un réaménagement des pavés dans le Vieux-Lille ou d'un nouvel accompagnement de la Liane sur Transpol, à un moment donné, ils vont influencer.
Parce que sur les pavés du Vieux-Lille, il y aura 50% des gens qui diront c'est inadmissible, comment je vais faire? Les commerçants, ils vont se dire encore une fois, les pavés, ça va faire perdre mon chiffre d'affaires. Et puis les touristes diront bah tiens, c'est super, comme ça, plus de voitures, je peux aller à pied, c'est quand même plus agréable. Il y a de l'influence quand même derrière tout ça. Donc, moi, collectivité territoriale, je ne sais pas s'il répond bien à la question, ça me fait quand même penser à ce niveau de réponse-là. Moi, ça me fait penser juste au rôle des têtes de réseau. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de territorial, Pinterest, ISE reçoit régulièrement la lettre d'info qui leur est destinée aux influenceurs, et en fait, il va mettre en avant, par exemple, les tableaux sur les villes. Donc voilà, et on va bien trouver des influenceurs dans Pinterest sur les tableaux sur les villes. Moi, je sais que j'ai fait un tableau qui s'appelle Lille et les environs, qui a été récupéré par la mairie de Lille, dans Pinterest, par exemple. Donc voilà, il y a des effets aussi comme ça qui sont soit mis en place par les structures, YouTube, parce que YouTube aide des entreprises, Pinterest, et les autres, au fur et à mesure, qui vont se positionner et qui vont influer également le marché territorial, par exemple. Stéphane Attal, vous vouliez ajouter un complément sur le... Non, je dis juste qu'il faut toujours s'intéresser à qui profite l'info. Voilà. Et qu'à partir de là, les choses sont beaucoup plus neutralisées. Il est évident que des influenceurs peuvent agir sur la politique territoriale exactement de la même façon qu'ils peuvent agir sur l'efficacité d'une marque, bien sûr. Après, c'est pas la même nature de personne, c'est pas la même nature d'implication, c'est peut-être pas le même temps d'action. Donc il y a tout ça à prendre en compte, mais oui, bien sûr, il faut toujours s'intéresser à qui profite le crime. Je pense que ça rejoint, durant la keynote, l'exemple du Vendéen, qui était... L'exemple du Vendéen, oui, qui était mis en valeur par les collectivités territoriales. Oui, oui. Et puis après, il y a aussi une notion qu'on n'a pas abordée, c'est notamment l'influence en région. Il y a de plus en plus de blogueurs et d'influenceurs qu'on va solliciter dans les régions. Et on parlait de micro, de nano, de micro-influence. Ça fait partie aussi de cette typologie qu'on va cibler. Quand on prend ici des blogueuses dans la région, elles ont toutes ce pouvoir d'influence de se dire s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur région, elles peuvent le dire et leur faire savoir. Sauf que leur lectorat ou leur audience dépasse aussi la région Nord-Pas-de-Calais ou les Hauts-de-France. Donc il y a un vrai niveau d'influence aussi sur les collectivités territoriales, sur les institutionnels, auprès des influenceurs, où ils ne font pas forcément d'articles ou de publications qui sont dédiées à leur secteur. Mais c'est des influenceurs comme des habitants d'une ville. Et c'est là que les micro-influenceurs interviennent et ont le plus d'impact, justement. Car ils sont micro-influenceurs de leur communauté, donc de leur territoire. Donc oui, donc en fait, si on résume, les collectivités territoriales ont tout intérêt à recenser, à se rapprocher des influenceurs locaux. On a Lille Ma Ville, Lille by Matt, Lille by Night aussi. Il pourrait, parce qu'à un moment donné, chaque région a des objectifs. Ici, l'objectif, ça peut être dans le ferroviaire, ça peut être dans l'éducation, devenir la première région européenne de quelque chose. Donc à un moment donné, pour devenir une première région européenne de quelque chose, il y a les outils, il y a ce qu'on fait, mais il faut aussi le faire savoir. Et les influenceurs, ça peut être dans cet objectif-là. Et c'est vrai que je pense que ce secteur public, peut-être, ne l'exploite pas encore suffisamment. Mais une région, c'est une marque. Oui. Donc elle doit avoir les mêmes réflexes que les marques commerciales. Pas forcément les mêmes objectifs. Ok. J'avais une question pour Camille Jourdain. C'était sur les dérives justement des influenceurs. Quelles sont les limites à ne pas franchir quand on est influenceur pour pouvoir garantir cet aspect authentique qui ressort, parce que c'est vraiment l'aspect authentique qui ressort le plus. Parce qu'il n'y a pas de formation à être un influenceur. Bon, Eric, il veut répondre, pardon. Je crois que je sais ce que tu veux en venir. C'est sur le dérapage. Ce qui est considéré comme un dérapage pour toi, de la publication d'une image avec au Japon ou un truc comme ça. Oui, justement, de Logan Paul, oui. Donc, est-ce qu'il y a une limite à ça? Alors, c'est très marrant parce que suite à la discussion qu'on a eue, une semaine après, dans Courrier International, il y avait un titre qui était jusqu'où on peut aller en journalisme par rapport à ça. Et je crois que c'est aussi des phénomènes de société qui sont à prendre en parallèle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une limite dans ce qu'on écrit ou dans ce qu'on peut dire ou dans ce qu'on peut faire? Moi, je te disais, je ne sais pas si j'aurais fait la photo ou pas.
On va Et c'est réexpliquer. tout à fait- c'est si tout vous à pouvez fait ça. expliquer en fait. Bah, vas-y, réexplique le. Je réexplique. Vous connaissez Logan Paul? Levez la main. Bon, ça va. En fait, Logan Paul est un influenceur américain. Il est allé au Japon et dans la forêt des pendus, enfin des suicides où les personnes veulent se suicider. Et il a pris une vidéo d'une personne qui s'était pendue et il l'a mis sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, il y a eu un tollé en fait. La communauté est revenue vers lui, la communauté web, dans le sens où il n'avait pas respecté les traditions. Il avait mis en valeur quelque chose qui devait rester caché. Est-ce qu'il a mis en valeur ou est-ce qu'il a simplement représenté? Il était témoin de ce truc-là. Quand on prend le gamin qui est mort sur la plage en Italie il y a quelques... Elan, oui. Elan. C'était la même chose. Est-ce qu'on avait le droit de le publier ou pas? Oui, mais alors ça, par C'est- contre, pardon, mais C'est un journaliste qui avait publié. c'est une excellente remarque. Ça a été publié par Le Monde. J'en parle dans mon livre. Là aussi, il faut s'intéresser à qui profite la publication. C'est-à-dire, quelle influence ça a pu avoir sur le traitement du sujet de l'immigration et notamment sur la crise syrienne. Donc, Le Monde a publié cette photo en connaissance de cause, mais qui a fourni la photo au monde? C'est la question qu'il faut se poser. Et pourquoi? Et pourquoi Le Monde a voulu le traiter? Parce qu'en fait, on a deux sujets différents. On a côté un c'est le même. D'un côté, c'est influenceur journaliste, de l'autre individuel, côté, c'est pas journaliste. et de l'autre côté, on a un média qui est installé. Et s'il a voulu publier cette photo, c'est que derrière, ça témoignait d'une situation, d'un média- message à faire passer. Le média a toujours un auto-satisfecit à se dire influenceur. Voilà. Un individu qui voit quelqu'un qui est pendu, qui prend sa photo, qui le publie, est juste quelqu'un de totalement irresponsable et qui doit être puni. Le problème, c'est l'encadrement de ça. Donc là où je veux revenir, c'est une question à M. Morin sur la nécessité de former, de donner au moins une charte d'utilisation des réseaux sociaux, une charte d'utilisation de l'influence en fait. Est-ce qu'il faut, on avait parlé d'un organisme mondial pour réguler en fait les publications. Au départ, lorsqu'on recherche un influenceur dans son secteur, effectivement, il faut s'assurer que les points de vue sont en accord entre la marque et l'influenceur et que le message qui va passer va être le bon. Parce que en bout de ligne, ce qu'il faut considérer dans la sélection d'un influenceur et d'une campagne de marketing d'influence, c'est qu'il faut savoir transmettre le bon message au bon moment, au bon canal, à la bonne personne. Et si la courroie est le canal de diffusion et l'influenceur, il faut s'assurer qu'il va être en mesure de pouvoir rejoindre la clientèle sur les différentes plateformes. Donc derrière, en fait, il y a une volonté de pouvoir protéger celui qui va consommer, donc le consommateur, celui qui va consommer l'information ou le produit. Absolument. Et lorsqu'il s'agit d'avoir un message authentique venant de la bouche d'un influenceur, l'influenceur lui-même doit s'assurer qu'il est en accord avec le produit dont il va parler, qu'il est en accord avec la vision de l'entreprise dont il va parler. Parce que son public, lui, s'attend à ce que ce message soit authentique. Les influenceurs sont devenus des stars sur YouTube parce que leur public les croyait. Mais par exemple, l'aventure de PewDiePie avec Warner Brothers il y a quelques années a fait perdre beaucoup de plumes à PewDiePie et beaucoup d'argent à Warner Brothers parce qu'il s'agissait en fait d'une campagne de recommandation déguisée, une publicité déguisée qui a été démasquée en bout de ligne. Donc, dans ce sens, les relations d'un influenceur avec la clientèle d'une marque doivent être aussi authentiques que la marque doit l'être elle-même. Sinon, les consommateurs s'érigent en contre-pouvoir d'un subterfuge. Absolument. Et lorsque je prenais l'exemple de David Carroll était un influenceur latent qui avait une certaine communauté de followers sur YouTube, parce qu'il est musicien. Il a bâti sa carrière là-dessus. Et lorsqu'il a eu un problème et qu'il a voulu
atteindre le United Airlines pour la faire réagir, il s'est servi de ce canal. Et c'est comme ça que son public l'a pris, l'a compris et a rediffusé son message au point où il est devenu une vedette de l'influence. Mais là, on distingue en fait deux typologies d'influenceurs. Il y a l'influenceur qui a été évoqué depuis le début, qui arrive sur Internet, qui a ce pouvoir d'influence à travers les réseaux sociaux. Et après, il y a l'influenceur qui l'est par lui-même, du fait de son personnage public, qu'il soit politique, artistique, sportif. Absolument, absolument. Il y a une grande différence entre ce que va faire, par exemple, un influenceur gros modèle, qui est une célébrité. Lui, il va être parfois très utile dans des campagnes de recommandation, dans des placements publicitaires, alors qu'un leader d'opinion va diffuser un message complètement différent pour la marque. Et on sait qu'en fait, dans les prix peuvent atteindre des sommes assez astronomiques. Beyoncé, c'est $1 million le tweet. Antoine Griezmann, c'est 19 000 € le tweet. Il faut faire une différence entre une campagne de recommandation qui est finalement de la publicité nouveau genre et une stratégie de marketing d'influence avec un leader d'opinion qui va passer une idée, un message. Je voulais juste rebondir sur l'encadrement que tu parlais ou les formations. En fait, à la réflexion, quand il y avait des blogs, on avait quelque chose qui s'appelait la net étiquette. La net étiquette encadrait bien ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, et les gens le respectaient ou pas. Mais au moins, on avait un cadre. Et j'ai participé à la net étiquette française pour l'écriture, et j'ai voulu faire la même chose avec les réseaux sociaux quand Facebook est arrivé. J'ai été incapable d'écrire une net étiquette, entre guillemets, pour les réseaux sociaux. C'est complètement infaisable. Parce que justement, on rentre tout à fait dans les libertés individuelles de chacun quand il va s'exprimer, de ce qu'il veut faire, jusqu'où il veut aller, etc. Alors après, il y a ce qui est défendu pénalement par les lois. On sait qu'on ne peut pas y aller, mais en dehors de ça, on ne peut pas mettre d'encadrement. Et que c'est une histoire d'individu et de comportement d'individu. Et donc, à la différence des blogs, on ne peut pas mettre en place un système comme ça. Et quelque part, ça va à l'encontre des fondamentaux d'Internet, qui étaient sur le donner et le recevoir, un espace de liberté. Bon, je crois que... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir créer une charte de comportement pour les influenceurs. Je pense pas. Je vous invite à poser des questions. Là, je vois que vous êtes en panne d'inspiration, ou alors l'exposé est très clair et très limpide. Je voulais revenir justement sur les fondamentaux d'Internet. Tim Berners-Lee et Vinton Cerf, en fait, critiquent de ce qui est devenu Internet par l'emprise de Google et surtout de Facebook, et où cette neutralité qui était propre à la naissance d'Internet commence à avoir des dérives du fait d'acteurs d'envergure mondiale. Raymond Morin, qui venait de outre-Atlantique, vous avez une vision peut-être plus globale, plus macro. Pardon ? Vous avez une vision plus macro, plus globale de cette emprise des acteurs du web sur la neutralité justement du web. Je vais répéter la question plus simplement. Le sens de votre question. Le sens de la question, c'était en quoi Google ou Facebook, les GAFA, vont à l'encontre des fondamentaux d'Internet, de Vinton Cerf et de Tim Berners-Lee. En quoi ils sont à l'encontre de la neutralité qui était la base même d'Internet. Ils ont voulu jouer un jeu commercial. C'est une volonté business, je pense, qui les a menés à utiliser cette situation-là, ce contexte-là. Et en fait, je pense qu'ils ne vont pas à l'encontre. Dans le terme réseau social, il y a le mot social. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème de responsabilité. Le peuple a la parole. Donc c'est une caisse de résonance mondiale. Il faut juste en appeler à la responsabilité de chacun de ne pas dire et faire n'importe quoi. Mais on ne sera jamais à l'abri d'un irresponsable. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, les réseaux sociaux offrent une viralité à des comportements qui auraient pu être faits dans la vie de tous les jours. Absolument. Absolument.
Est-ce que vous avez des questions? Si vous ne les envoyez pas via la tablette, vous pouvez les faire de manière orale. Vous levez la main, puis je vous donne le micro. Non? Apparemment, il n'y a pas de questions. Du coup, je voudrais savoir si vous avez un message en fait, à faire passer, quelque chose d'important, profiter de cette tribune, donc chacun à votre tour, par rapport au sujet, et répondre vraiment à cette question. Influenceurs et micro-influenceurs, sommes-nous tous devenus des médias? Donc chacun à votre tour. Et au-delà de ça, passer un message global sur l'influence. Alors je vais commencer par la plus jeune d'entre nous, Lise Delcroix. Des conseils à donner justement pour les générations à venir. Par exemple, je sais que l'influence dans Pinterest que j'ai actuellement, je ne sais pas dans 5 ans si ça sera encore ça. Et je sais très bien, il y en a, parce que j'ai arrêté mes études, en terminale, j'ai eu mon bac et... Là, c'est bon, ça marche? Ouais. Et que grâce à Pinterest, parce que je gagne de l'argent déjà depuis que j'étais en classe de première, ça m'a permis de rentrer directement dans la vie active et de pouvoir arrêter mes études. Et il y en a qui me disent, oui, mais comment tu vas faire pour plus tard, jusqu'à ta retraite? Et j'ai dit, bah ouais, mais pour l'instant, il y a ça. Dans 5 ans, je sais pas ce que ça sera. Et puis, ça va évoluer de toute façon. Donc, on peut pas savoir. Et vu comment le monde il change actuellement, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est devenu votre métier, en fait, Oui. À temps plein? Oui. D'accord. Je vais rebondir sur Ise qui parle justement d'éphémérité en disant on est influenceur pendant un certain temps. Je me suis présenté tout à l'heure en disant ex-influenceur, nouvel influenceur, parce qu'en fait j'ai des cycles de vie par rapport à ça. Et les outils, les environnements, les modes changent. Et pour moi, l'influence dont on parle actuellement, c'est une mode. Dans 3 ans, on n'en parle plus, quoi. Camille Jourdain, comment on devient dans le top 10 des blogueurs influents au niveau national? Alors, on me demande souvent comment on devient influenceur, notamment lorsque j'interviens en école, des étudiants de 18 à 25 ans. Je leur réponds, il faut être passionné et passer du temps à comprendre un sujet. On en est influenceur sur un sujet en particulier. Vous êtes producteur de contenu ou vous êtes curateur? Un peu les deux, personnellement, oui. Et vous conseillerez plus d'aller vers la curation ou la production? Commencer par la curation et ensuite passer à la production. Raymond Morin, oui. Il faut effectivement beaucoup de patience, il faut de la passion, il faut être branché sur son sujet et de la patience, parce que c'est au fil des années que l'on réussit à bâtir sa crédibilité et devenir un leader d'opinion dans un secteur. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de recette miracle. C'est d'acquérir un par un la confiance de son auditoire. Passion, patience et authenticité. Authenticité du message. De manière, et si j'avais un message à passer par rapport à ça, c'est justement de faire la différence entre ce qu'il s'agit quand il s'agit d'une publicité, d'une campagne de recommandation, d'une campagne de porte-parole, versus une stratégie de marketing d'influence avec un leader d'opinion où on veut faire passer un message. Merci. Benoît, oui, je rejoins un petit peu sur la patience, le temps. Après, il y a différents publics d'influenceurs. Je vais prendre l'exemple, on a un stagiaire en ce moment au sein de l'agence qui a eu un papier dans la Voix du Nord qui faisait partie du top 10 ou du top 15 des meilleurs Insta-Wiggers de la région. Et puis en lui posant la question, je lui ai dit comment t'es arrivé sur Twitter ou sur Insta à 136 000 abonnés? Et il me dit, en fait, c'est parti au départ d'une blague avec un pote en seconde, où lui, il avait déjà 10 000 abonnés sur Twitter, et on s'est dit avec un pote, tiens, allez, on va le dépasser, un jeu d'enfant finalement. Et puis après, il s'est pris au jeu, il arrivait à 10 000, 15 000, 5 000, 100 000. Et sa technique à lui, c'est de se rapprocher de communautés et de s'échanger des retweets. Ça a été en tout cas sa première machine de niveau d'influence, et après pour augmenter.
Et puis après, il est plutôt matheux dans l'esprit. Il a commencé à analyser les algorithmes. Et en commençant à discuter avec lui, je me suis dit, mais il y a aussi la data qu'on n'a pas forcément parlé aujourd'hui. Et que pour devenir influenceur, il y a le contenu qui est important. Il y a bien sûr la patience, le temps. Mais il faut aussi savoir connaître aussi les outils. Et celui qui veut vraiment devenir influenceur à 100 000, 500 000 ou 1 million, c'est comme une entreprise. C'est qu'à un moment donné, il doit aussi analyser comment marche Facebook, comment marche Twitter, et c'est quoi l'algorithme à un moment donné derrière pour atteindre et pour toucher du reach et toucher des utilisateurs. Donc il y a une maîtrise technique à avoir. Stéphane Attal. Alors moi, je ne vais pas essayer de paraître plus intelligent que tout ce qui a été déjà dit. Surtout pas, même. La première chose que je voudrais dire, c'est que s'il y a des annonceurs dans la salle, ne vous aventurez pas tout seul. Faites appel à des agences, faites appel à des professionnels. Et le dernier message que je voudrais faire passer, c'est donner mon numéro de téléphone, mais je ne le ferai pas. Donc, en tout cas, moi, je voudrais vous remercier parce que le débat était assez riche. Il reste quelques minutes. Si vraiment vous avez une question, c'est maintenant ou jamais. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je vous propose... Non, peut-être. Une question ? Non. Je vous propose, en fait, d'applaudir nos intervenants pour cette table ronde. Éric Delcroix de Head Production, Iso Delcroix de Head Production, Camille Jourdain, blogueur influent, Raymond Morin, quelle société déjà ? Consultant en ouais. Benoît Renard de RP Carré et Stéphane Attal de Société Les Influenceurs. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon appétit et je vous invite à vous rendre prêt pour la séquence suivante vers 14h.